Dès le début, on avait une ambition européenne et on s'est pris des gros ratés aussi. Les marchés européens sont super différents. L'appréhension des compléments alimentaires entre un Allemand, un Italien et un Français, franchement, c'est très différent, quoi. C'est des marchés qui sont pas matures de la même manière, qui ont des environnements compétitifs qui sont très différents, qui ont des comportements digitaux qui sont très différents. Tu vois, le e-commerce en Allemagne est évidemment méga développé, mais en revanche, en Italie, t'as des acteurs historiques du complément alimentaire qui sont hyper présents. Et par exemple, le retail est prépondérant sur cette industrie. C'est beaucoup moins le cas en Allemagne. Il y a une multitude de subtilités qui font que c'est un vrai investissement en fait d'être en réussite sur les pays, quoi. Salut Hugo, bienvenue sur le Rendez-vous Marketing. Je suis content de t'introduire, je suis content de te recevoir. Tu es le cofondateur de Cure, une marque de compléments alimentaires. Ça fait, je pense, quelques années maintenant que vous existez, vous êtes en forte croissance sur plusieurs marchés. Est-ce que tu peux peut-être te présenter, nous parler un peu de toi, ton parcours entrepreneurial, avant qu'on enchaîne sur Cure? Ouais, bien sûr. Écoute, ravi de faire ce podcast, cet échange avec toi. Et merci pour l'invitation. Écoute, donc oui, je m'appelle bien Hugo, en effet, et je suis bien l'un des deux cofondateurs de Cure, avec Jules Marcilassi. Mon histoire perso, c'est que à la suite de mes études de commerce que j'ai fait en France, je suis parti aux États-Unis où j'ai eu une première aventure entrepreneuriale. J'ai rejoint une boîte qui venait tout juste de se lancer, à laquelle je me suis associé. Et qui s'appelait Try the World et qui faisait des box d'abonnement en gastronomie internationale. Donc c'était un modèle de subscription box très similaire à celui de Bellissime, Birchbox en France. Et nous, on faisait découvrir aux Américains tous les mois un pays différent. Donc on avait une sélection d'une dizaine de produits d'un pays spécifique. Et à la suite de laquelle les consommateurs pouvaient acheter sur le e-commerce à l'unité les produits qu'ils avaient particulièrement appréciés. Voilà, donc moi j'ai fait ça pendant 5 ans à peu près. J'étais COO de la boîte. C'est une boîte qu'on a scalée de 0 à peu près 25 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Ça a été une super belle aventure. On a eu une croissance assez dingue, D2C online, à la grande époque des box d'abonnement. On avait levé une petite quinzaine de millions de dollars. On était une grosse soixantaine à la fin de l'aventure. C'est une boîte qu'on a fini par revendre assez mal, mais revendu quand même fin 2017. Pourquoi assez mal? C'est parce qu'on n'était pas encore profitable, que on avait essayé de faire une série B qu'on n'a pas réussi à faire pour un certain nombre de raisons. Mais voilà, on voulait quand même pérenniser ce qu'on avait construit. Et d'ailleurs, la boîte existe toujours, opère toujours aux US. Et à la suite de ça, moi, je voulais toujours entreprendre en B2C et en consumer parce que c'est ce que je sais faire, ce que j'aime faire, ce qui me plaît. Et j'avais aussi la volonté d'avoir un peu plus d'impact, je dirais, dans la mission quotidienne de ce que je construisais. Moi, j'en ai une famille de médecins, d'entrepreneurs dans la santé, et c'est quelque chose qui m'a toujours titillé. Et c'est finalement à l'intersection de ça que j'ai mûri l'idée de Cure. Donc avec Jules, qui est un copain de New York, lui en 2 mots et ingé, bossé en conseil, puis s'est fait une main en D2C sur une grosse boîte de lingerie en ligne aux US. Et lui, il a plutôt fait la phase 20 à 100 millions. Et lui aussi avec une histoire, un lien personnel avec la santé, puisque sa propre maman est docteur en nutrition, donc c'est directement corrélé avec notre sujet chez Cure. Et voilà, et on est tous les deux rentrés de New York fin 2018 et on a décidé de lancer Cure début 2019. Voilà, en quelques mots, l'aventure. Ok. Et quand tu lances une marque comme ça, par quoi tu as démarré? Finalement, vous avez réfléchi à quoi avant de démarrer? Il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, bien sûr. Nous, si tu veux, avant tout, ce qui était important pour nous, c'était déjà de valider les rationnels business et la demande conso. Donc ça, c'était assez clair. Nous, on venait d'un monde aux US où le complément alimentaire était relativement plus avancé, comme souvent d'ailleurs sur pas mal d'industries, sur un marché beaucoup plus gros, beaucoup plus mature, plus éduqué. Il s'avérait qu'on était dans une conjoncture, enfin on l'est toujours, mais dans une conjoncture où il y a une mouvance de fond sur l'intérêt pour tout ce qui est, je dirais, médecine alternative, ou en tout cas
une manière de prendre soin de soi qui est un peu différente des us historiques. Et donc pour nous, c'est important de valider ces hypothèses-là et de valider les rationnels économiques derrière et le fonctionnement économique derrière par rapport à notre business. Et donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a très très rapidement mis sur pied un site un peu pourri, commencé à tester un peu des ads, valider un peu les funnels, valider un peu tous les rationnels économiques, notamment les coûts d'actes qu'on était susceptibles d'avoir, projeter assez rapidement la compréhension aussi des COGS et de la structure de coûts pour être sûr que les équations économiques fonctionnaient et pour être sûr qu'on n'investissait pas dans un panier troué. Et très rapidement aussi discuter évidemment avec beaucoup de prospects, essayer de récolter le maximum de feedback conso pour être capable d'avoir une roadmap assez claire sur les premières itérations par rapport au produit, qu'il soit évidemment physique, le complément lui-même, mais aussi digital. Donc voilà vraiment ce qu'on a fait les premières semaines. Il y a eu une phase avant, alors qui est plus moins liée je dirais au sujet marketing pur, mais qui a été une phase super importante dont je parle souvent. C'est que je suis assez convaincu que dans la réussite entrepreneuriale, en tout cas quand on a des associés, même si c'est des personnes qu'on connaît, avec lesquelles on peut avoir des relations déjà professionnelles, c'est hyper important d'être capable de stresser un peu la relation et de la valider. Et donc nous, on s'est mis vachement en situation, parce qu'on se connaissait bien, on avait déjà bossouillé ensemble, mais ça a été super important pour nous de valider que dans la projection qu'on avait de Cure, de l'entrepreneuriat, de la réussite, de ce que voulait dire la réussite, de l'organisation, de ce qu'on voulait porter comme mission, de ce qu'on voulait faire au quotidien, on soit aligné. Et c'est quelque chose qu'on a fait pendant une semaine complète, vraiment au lancement. Et je pense que certaines des conclusions résonnent encore et on s'y réfère encore. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on a pérennisé, on fait ça tous les ans pour être sûr, enfin même 2 fois par an, pour être sûr qu'on continue de s'aligner. Donc voilà pour ce qui est pour l'anecdote et ce qui a un peu composé nos premières semaines chez Cure. Ok, d'accord. Donc en fait, au début, vous avez fait beaucoup de marketing dans le but de voir si le modèle était viable. Donc c'est-à-dire que tu savais évidemment... Ouais, du marketing et du product, ouais. Marketing du produit. Et donc tu as commencé avec quelques produits où je suppose que tu savais que c'était des produits qui allaient bien se vendre. Enfin, en fait, je pose la question parce que dans le complément alimentaire, c'est tellement large qu'il faut savoir par où commencer. Et on dit souvent, il faut se nicher, il faut commencer par, je sais pas moi, vendre que du collagène ou vendre que du magnésium, des choses comme ça. Est-ce que vous avez eu cette approche-là ou au contraire, vous êtes... Non, alors nous, pour peut-être, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais le parti pris de Cure et le positionnement de Cure, c'est évidemment la capacité à personnaliser des protocoles de compléments alimentaires en fonction des besoins de chacun. Donc nous, vraiment, le différenciant s'effectue par rapport à la capacité à épouser les besoins du consommateur et à lui fournir une solution efficace, pratique, qui justement correspond à son profil. Et donc nous, l'enjeu fondamental de base, c'était d'être capable de comprendre les besoins du consommateur. C'était de mettre sur pied ce questionnaire initial et d'avoir à minima un certain nombre de réponses produits pour répondre à ces enjeux-là. Donc en effet, au début, on a au niveau des produits, les compléments alimentaires eux-mêmes, on n'a pas réinventé la poudre initialement en tout cas. D'ailleurs, c'était même pas nos formulations, c'était des formulations qu'on achetait sur étagère. Nous, notre objectif, c'était déjà de comprendre ce dont les consos avaient besoin. On a travaillé avec toute une équipe, évidemment, de professionnels de santé, de médecins, de pharmaciens, de chercheurs en bio, de naturaux, etc., pour être sûr que de la pertinence de ce qu'on appelle notre anamnèse, donc vraiment ce questionnaire santé. Et ensuite, d'avoir à minima un certain nombre de réponses produits. Donc, je crois qu'on a commencé avec 13 compléments alimentaires. Donc, on avait 2 puissance 13 combinaisons, ce qui était déjà beaucoup. Et puis, progressivement, justement, grâce à la compréhension de plus en plus fine, on a su quels besoins on devait adresser, quelle typologie de consommateur avait quelle typologie de besoin, ce qui a nourri en fait notre R&D et qui continue de le nourrir d'ailleurs. Oui, j'allais dire, c'est qu'en fait, vous avez une approche différente d'autres marques, c'est que vous commencez par un questionnaire, par un quiz, et est-ce que du coup, votre acquisition, quand vous faites une ad, vous redirigez vers ce quiz-là, ou alors vous renvoyez directement vers un complément, par exemple. C'est faire le quiz, pour moi. Ah ouais, nous aujourd'hui, 90% du trafic fait le questionnaire Cure. Et c'est essentiel parce que c'est surtout ça qu'on amène. Alors,
aujourd'hui, évidemment, avec maintenant, ça fait 5 ans qu'on existe, et on a une soixantaine de produits, c'est sur nos formulations, nos ingrédients, nos brevets, etc. Donc, on a développé de manière significativement plus approfondie nos produits que ce que ça a été au tout début. Et nos produits individuellement sont des produits hyper efficients, de super qualité, parce qu'on a un positionnement très scientifique. Et voilà. Mais là où réside encore la valeur principale et au-delà de l'artifice marketing, la réalité scientifique derrière, ça reste dans la personnalisation. Pourquoi réalité scientifique? C'est parce que l'objectif, c'est de prendre que ce dont tu as besoin et pas ce dont tu n'as pas besoin. Et la deuxième réalité, c'est, en l'occurrence du marketing, en tout cas du marketing, je dirais produit ou d'expérience plus large, c'est que toute la conceptualisation d'expérience pure se fait autour d'une box mensuelle avec 30 sachets quotidiens. Chaque sachet est personnalisé et contient, si tu veux, exactement tes besoins personnalisés. Et pourquoi ça a son importance? C'est parce que cette praticité de la prise au quotidien, vu que tu as un sachet tout en main versus avoir 5-6 piluliers individuels, lui en prendre 2, lui en prendre 3, lui c'est le matin, lui c'est le soir, c'est que cette praticité vient maximiser l'efficience. Pourquoi? Parce que du coup, l'observance, il y a plus d'assiduité et donc du coup, plus d'efficience dans les protocoles. Donc ça, c'est un élément qui est super important dans l'expérience. Ok, ça c'est un truc, c'est vrai que je vois pas ça chez d'autres marques de compléments alimentaires. Moi, c'est ça qui a fait que je vous ai identifié comme marque intéressante à mes yeux, c'est que vous avez ce côté personnalisation où tu réponds en effet à une série de questions. Tu pourras peut-être même expliquer comment est fait le questionnaire. Ça m'intéresse que tu l'expliques à l'audience pour expliquer le genre de choses qu'on peut poser comme question pour mieux comprendre son audience. Et puis c'est vrai qu'en effet, ça va amener toute une expérience client qui va être unique, puisque comme tu le dis, tu reçois ta cure, tu as un sachet, tu as plusieurs compléments dans le sachet, si je comprends bien. Moi, j'ai déjà commandé chez toi, mais je pris que un type de complément, donc j'ai que un sachet. Et dans ce sachet-là, tu as tes compléments. En gros, si je dois résumer. Et tu as même, je pense, le nom et prénom sur le exactement. Ça, c'est pas mal. Non, c'est un élément clé de l'expérience cure. C'est-à-dire que la personnalisation, c'est une réponse scientifique hyper importante, mais en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est que le sachet quotidien personnalisé et surtout, je dirais toute l'émotionnalité, la praticité, la simplicité qu'on rajoute dans cette expérience et n'est pas qu'un artifice marketing, il y a une vraie réalité derrière au niveau de l'efficience. Ce que je te disais, tu vois, typiquement, on sait que 50% sur les compléments alimentaires achetés en pharmacie, tu as 50% à peu près des protocoles qui sont commencés, qui sont abandonnés au bout de 7 jours. Ouais, c'est pas grand-chose. Après 7 jours, les gens, ils sont pas très, très assidus. Exactement. Et donc, en fait, nous, toute la conviction qu'on a autour de notre produit, au-delà de la personnalisation, c'est de rendre la prise simple pour qu'elle soit efficiente. Et donc, on a beaucoup construit de features produits, alors que ce soit physiquement ou d'un point de vue digital, pour justement maximiser cette simplicité, tout en ne dérogeant pas, à l'objectif scientifique et de qualité des produits derrière, bien sûr. Je comprends. Et par contre, un autre truc que j'ai remarqué sur l'expérience d'achat chez vous, c'est que au départ, tu fais une commande, mais après, tu as une cure. Enfin, tu rentres dans un abonnement, si je comprends bien. Ouais. Tu peux un peu expliquer un peu le fonctionnement? Parce qu'après, tu as le choix de l'annuler ou de la continuer ou de la modifier la date. Ça, je n'avais pas beaucoup vu non plus. Alors, ta question, c'est pourquoi l'abonnement? Comment ça marche? Pourquoi l'abonnement? Qu'est-ce qui a fait? Comment c'est mis en place? Quel est le processus d'achat de manière générale? Parce qu'au début, moi personnellement, je n'avais pas compris que c'était un abonnement de base. Ouais, écoute, alors la question de l'abonnement, elle a une réponse assez claire, c'est que pour les compléments alimentaires, pour la grande majorité des actifs, ça se prend dans la durée. C'est-à-dire que c'est pas tu peux faire des cures ponctuelles pour certains actifs, pour certains produits, ça peut être suffisant et efficient, bien sûr. Pour d'autres et pour la majorité, il faut les prendre quelques mois. Parfois d'ailleurs en continu aussi, mais la majorité c'est quelques mois, 3, 6 mois, peu importe. Et donc si tu veux, cette logique d'abonnement, elle répond à cette réalité tout simplement produit. Et elle évite aussi, elle permet aussi aux consommateurs d'éviter je m'engage tout de suite dans un truc qui va durer 6 mois et je paye structurellement en avance un truc qui va être peut-être pas pour moi in fine. Donc, c'est une manière relativement simple de tester et c'est pour ça qu'on en a fait un abonnement
100% flexible sans engagement. Tu te désabonnes en un clic et tu peux ajuster un certain nombre de paramètres. Tu peux refaire des questionnaires. Tu peux nous donner des feedbacks sur ta perception de l'efficience. Tu peux ajuster marginalement certains produits pour être certain que voilà, l'expérience te correspond. Et d'ailleurs, une des choses qu'on a lancées il y a quelques mois maintenant, c'est qu'on a lancé aussi des programmes dédiés sur des problématiques spécifiques aussi. Où ça va être, on a identifié grâce à ton questionnaire et par rapport à tes besoins, où tu as donné que voilà, tu as un vrai besoin autour, je sais pas moi, de la digestion par exemple. Ouais. On va te faire un séquençage de produits qui va évoluer automatiquement pour commencer par une phase de rééquilibrage, puis voilà, une phase de nutrition de ton microbiote, etc. pour justement être encore plus précis dans les programmes qu'on propose par rapport aux différentes problématiques. Donc, en fait, l'abonnement, il s'inscrit dans cette logique-là. Je comprends. C'est vrai que c'est pas évident à mettre en place quand tu as un séquençage des compléments. Ça, c'est un truc que vous n'avez pas fait tout de suite, comme tu l'as dit. Ouais, alors, on l'a pas fait tout de suite, c'est vrai. On l'a pas fait tout de suite parce que on l'avait tout de suite en tête, mais on l'a pas fait tout de suite pour des raisons R&D, pour des raisons techniques, bref, pour un certain nombre de raisons. Aujourd'hui, maintenant, c'est en place. Historiquement, en fait, en fonction parce que donc tu fais ton questionnaire d'entrée, t'as tes cures, tes cures quotidiennement, et si tu veux, derrière, t'as une application de suivi où tu vas pouvoir nous dire comment tu te sens au quotidien, tu vas pouvoir nous dire si t'as pris ta cure ou pas, et puis t'as ce qu'on pourrait appeler des questionnaires de sortie finalement, donc des checkpoints mensuels pour justement faire le bilan. En fait, si tu veux, toute cette data loop, cette feedback loop qu'on a, nous permet, nous, évidemment, de nourrir notre R&D. Ok, c'est vrai que vous avez aussi une application de suivi. En fait, je trouve que plus on creuse, c'était là où je voulais t'amener, c'est que plus j'ai l'impression que Cure, c'est un site e-commerce avec une logique un peu start-up, puisque tu vas avoir le quiz pour vraiment bien identifier tes besoins, tu as une application en plus, tu as de l'abonnement, enfin, ça me fait penser à du SaaS, même si, encore une fois, ça n'a rien à voir. L'application de suivi, finalement, c'est un bon outil pour ta rétention, mine de rien. Mais aussi dans un objectif de mieux comprendre le consommateur. Et donc, exactement. Ouais, tout à fait. Non, c'est ça. Elle a évidemment ces deux aspects. L'objectif, c'est de créer du lien au quotidien, avec nos consommateurs, et que eux, évidemment, puissent avoir un certain nombre de features qui leur permet de comprendre ce qui marche pas, de voir l'évolution de leur bien-être au quotidien, d'avoir des contenus, d'avoir des programmes qui leur permettent d'avoir tout simplement, d'être capable de faire le point et de savoir où ils en sont dans leur expérience et dans leurs besoins. Donc ouais, ça a vraiment cet enjeu pour le conso. Nous, toute cette donnée-là nous permet de toujours mieux comprendre les consos, donc c'est assez vertueux en fait comme mode de fonctionnement et encore une fois, ça sert notre R&D au quotidien pour savoir dans quelle direction on peut aller, comment on peut aller puiser dans la bibliographie scientifique pour comprendre quelles peuvent être les solutions de demain, quelles sont les innovations qu'on peut apporter au niveau produit physique comme digital. Donc ouais, c'est clé dans cette expérience. C'est clé dans cette expérience. Et donc en fait, dans l'application, tu notes en fait ta progression et tu réponds aussi à des questions qui te disent, par exemple, si tu as commencé une cure pour des problèmes de digestion, l'application te pose des questions, te dit est-ce que tu as résolu tel problème et la personne répond, c'est ça? Ouais, c'est à peu près ça. Dans l'idée, c'est à peu près ça. Et c'est des choses qu'on développe en continu et qu'on renforce en continu. Mais dans l'idée, c'est à peu près ça. En effet, déjà, tu vas pouvoir noter si tu as pris ta cure ou pas ta cure. Tu vas pouvoir noter ton état général. Et puis, tu vas avoir des questions plus spécifiques en fonction des besoins qui sont les tiens. Sachant que tu peux faire évoluer tes besoins aussi au fil du temps. Tu peux encore une fois faire le point sur ton questionnaire initial. Tu peux refaire des questionnaires. Tu peux avoir accès à des contenus personnalisés qui correspondent à tes besoins. Tu peux chatter avec des professionnels de santé pour répondre à un certain nombre de questions. Donc, et progressivement, c'est des choses qu'on enrichit. D'accord, j'ai compris. Et sur l'application, dernièrement, tu peux revoir ta cure actuelle. Tu peux dire, par exemple, je la veux pour 3 mois de plus, ou prolonger, ou arrêter. Ouais, tout à fait. Okay, ouais, tu peux. Après, évidemment, tu as toutes les features je dirais plutôt de gestion de commandes, de gestion commerciale, de gestion de compte, voilà, où ça, après, tu as évidemment toutes ces features-là qui peuvent fluidifier l'expérience conso plus au niveau de ses commandes, sa consommation. Et comment tu fais à faire adapter tes clients l'application et les inciter en fait à avoir l'application sur leur téléphone et l'utiliser?
Bon, bah, écoute, il y a des mécaniques d'incentive assez basiques. Déjà, organiquement, t'en as quand même un nouveau conso sur 3 qui la télécharge. Donc, tu vois, c'est déjà pas trop mal. Oui. D'ailleurs, quand on l'a lancé historiquement, on s'attendait à moins. C'était un peu moins parce je dirais qu'on la mettait moins en avant. Mais c'était déjà relativement haut. Si je dis pas de conneries, c'était quasiment déjà 20% des consos qui la téléchargeaient. Tu progressivement s'augmenter. Et ensuite, oui, il y a les incentives pour t'inciter à la télécharger. Tu gagnes des points des points, ça. de Enfin, fidélité, dans notre programme fidélité. Et donc, t'as quelques incentives pour te mettre le pied à l'étrier. Mais voilà, t'as à peu près un conso sur 2 qui l'utilise. Donc c'est assez présent dans l'expérience au quotidien des consos. Ouais, il y en a qui ne l'utilisent pas. Hein. Du coup, t'as aussi la moitié qui l'utilisent. Mais une personne sur 2, c'est quand même impressionnant. Donc, ça veut dire parce qu'ils sont quand même dans ton application et tu sais que là-dedans, tu proposes, fais ce que tu veux. Enfin, même si c'est beaucoup une application de suivi et de feedback, c'est déjà quand même pas mal pour la bien sûr. Et aujourd'hui, par exemple, tu ne peux pas avoir accès à l'application sans être consommateur. Oui, ça, il faut préciser. C'est quelque chose qu'on changera peut-être dans le futur. C'est des choses auxquelles on réfléchit toujours. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une application qui est à disposition des consommateurs existants, qui n'est pas une plateforme d'acquisition, si tu veux, pour nous. Ok, parce que vous avez peut-être en tête d'en faire une plateforme d'acquisition un jour. Oui, bah forcément, c'est des questions qu'on se pose parce que ça nous arrive quotidiennement d'avoir des downloads de l'application par des consommateurs par des prospects, en fait, pas par des consommateurs, justement. Ouais, je comprends. Et qui finissent par justement être refinalisés sur le site. Pourquoi on le fait pas jusqu'alors? Parce que justement, on veut se focaliser sur une application qui engage avec le conso. On veut se focaliser sur des features qui contribuent à l'expérience du consommateur, à plus d'efficience dans les protocoles et dans les compléments alimentaires qu'ils prennent, à rajouter des briques servicielles, etc. Donc pour l'instant, notre focalisation stratégique est plutôt sur ça. Mais on n'exclut pas demain de pouvoir le faire. Ok. Et d'ailleurs, tout est déjà prêt techniquement pour le faire en réalité. Ah ok. Ok. Et si on repasse sur la partie acquisition, tu as dit que vous avez commencé avec des campagnes, vraiment pour valider votre product market fit, pour valider vos unit economics, donc c'est-à-dire les COGS, les coûts d'acquisition. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre en fait au lancement? Parce que le lancement pour certaines marques, c'est quelque chose de très long et complexe. Vous, je pense, vous avez levé des fonds, je ne suis même pas sûr sur le lancement, qui a fait peut-être que vous aviez de l'argent à investir dans les ads. Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Ouais, alors écoute, je pense que nous, et Jules et moi, on avait déjà l'expérience d'avoir, de ce qu'on faisait. Donc je pense que déjà, nous, on avait cette expertise-là, ce qui était non négligeable et ce qui nous a permis de prendre un certain nombre de raccourcis, si tu veux, au début. Et je pense d'éviter pas mal de conneries. Alors, on en fait tous les jours des conneries, bien sûr, mais je pense que sur ce 0 to 1 là, tu vois, on avait déjà fait pas mal. Donc ça, c'était une première chose. Et si tu veux, oui, d'un point de vue ressources, au-delà des ressources humaines et de l'expertise qu'on avait nous et qu'on était capable de solliciter dans nos réseaux, on a en effet fait une première levée de fonds concomitante au lancement. Qui nous a permis de ce qu'on avait validé à toute petite échelle, d'être capable de le valider à une échelle qui restait toute petite, mais en tout cas qui était un peu plus significative et qui pouvait donner un peu plus de conviction par rapport à ce qu'on était en train de faire. Donc ouais, on a levé en effet à peu près 500 000 euros avec des angels et avec un fonds qui s'appelle Kima, que tu connais bien, je pense. Oui. Voilà. Ok. Tu as parlé du fait que, comme vous aviez déjà l'expérience de vos startups aux USA, vous avez pris un certain nombre de raccourcis entre l'étape de 0 où voilà, je viens de créer ma marque, j'ai mes produits sur le site, et l'étape de 1 où j'ai un peu mon product market fit et je suis prêt à scaler, augmenter les budgets. C'est quoi, tu penses, c'est des erreurs que vous avez évitées ou en tout cas des raccourcis que vous avez réussi à prendre? Ça, je veux bien que tu expliques un peu plus. En fait, si tu veux, je dirais pas nécessairement qu'on a pris des raccourcis, mais en tout cas, on savait exactement ce qu'on cherchait. Et on savait exactement comment le valider ou l'invalider. Par exemple, si tu veux, tu vois, d'un point de vue technique, on connaissait les plateformes d'ads par cœur. Ah ok. Donc évidemment, je pense que la majorité qui vont avoir des super idées, des super produits, des super talents d'entrepreneurs, bah, s'ils n'ont jamais fait ça, tu as forcément une learning curve associée où tu vas vouloir l'externaliser. Puis, forcément, voilà,
il y a un peu plus de remous. Donc, nous, on n'avait pas du tout cette problématique-là. Et puis, on savait exactement ce qu'on cherchait. C'est-à-dire que nous, on voulait valider toutes les métriques haut de funnel et toutes les métriques bas de funnel. Et puis, on voulait itérer très vite pour avoir quelque chose qui était cohérent et qui était market standard. On savait ce que ça voulait dire d'être market standard. Donc, si tu veux, en fait, on savait comment chercher et on savait exactement ce qu'on cherchait. Donc, c'est pas forcément, je dirais, un raccourci. C'est pas comme si on avait eu un hack particulier ou qu'on avait été plus intelligent que les autres. Mais en fait, on était précis dans ce qu'on faisait et on savait le faire. Donc, on aurait pu ne pas avoir ces conclusions-là parce que, en fait, ça marchait pas. Et ça a été le cas d'ailleurs sur plein d'initiatives qu'on a lancées chez Cure au fil du temps, bien sûr. Mais si tu veux, pour nous, c'est toujours ce séquençage qu'on a, c'est qu'on détermine, on a des idées, on détermine quels sont les KPI qu'on va aller chercher. On sait ou pas d'ailleurs si on a la capacité technique de le faire et on va le valider très vite à petite échelle, puis on essaie de le passer à l'échelle d'après. On a toujours un peu cette approche très très rationnelle, peut-être un peu moins émotionnelle des choses. Donc voilà. Donc très sincèrement, je pense que c'est surtout ça la réponse à la question. Je crois pas qu'on ait été particulièrement inventif ou créatif ou tu veux, on n'a pas et il y a plein de boîtes qui ont ça et qui arrivent à avoir des hacks hyper spécifiques. Nous, je pense juste qu'on était très rationnel et qu'on savait faire à minima sur d'autres industries et comme tu le sais sur ce genre de choses, si tu le sais faire pour A, tu sais le faire pour B aussi quoi, globalement. C'est ça. Ouais, vous êtes concentré sur des choses que vous saviez déjà faire à ce moment-là, il y a 5 ans. Donc en vous, c'était l'ADS. Donc vous aviez déjà la compétence technique pour faire de l'ADS sur, je suppose, Facebook et Google. Et vous avez simplement principalement Meta à l'origine. Hein. Même Google, on savait le faire, mais on l'a fait un peu après. Historiquement, c'était surtout Meta. Ouais. Donc il y a 5 ans, c'était en 2019, avant le Covid. Donc tu vois des choses qui ont changé par rapport à maintenant et qui vous ont bien aidé à ce moment-là. Ah ouais, ça c'est sûr que les plateformes, comme tu le sais, elles évoluent au quotidien. Il y a eu un certain nombre de choses, y compris conjoncturelles, qui ont changé les manières de faire. Notamment tout le iOS 14 Gate de 2021. Et puis évidemment à mesure de l'évolution de ce marché-là, des plateformes comme Meta et la majorité des autres d'ailleurs ont aussi un peu plus opacifié. Il y a eu toute une phase avant où en fait l'idée c'était de mettre le maximum d'outils à la disposition des annonceurs, justement pour qu'ils soient toujours plus spécifiques dans la manière de faire de l'acquisition. Et puis il y a eu un shift où progressivement ça a été un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'ils avaient suffisamment eux toute l'intelligence pour comprendre ce qui marchait pas, et ils ont progressivement enlevé les features et fait en sorte que tout passe par eux. Et je pense que c'est vraiment cette phase-là dans laquelle on est aujourd'hui, où l'objectif business de ce genre de boîte-là, de Meta et autres, c'est évidemment de s'assurer qu'ils ont eux le maximum de maîtrise et que toi t'en as le moins possible, mais que tu restes relativement dépendant d'eux. Je pense que ça, ce sont les en tout cas spécifiquement sur les plateformes, ce sont ça les évolutions qu'on a vues. Et puis du coup, ce qui fait que tu repondères beaucoup sur les assets. Moi, je pense que quand on a commencé, même moi, chez Tradeward avant, hein, quand on a commencé, c'était peut-être 70%, enfin, ou en tout cas, ouais, 3/4 targeting, 25% assets. Quand on a commencé Cure, peut-être 50-50. Et maintenant, je considère que le poids de l'asset continue de grossir puisqu'en fait, tu as moins les mains sur le targeting. Donc, forcément, c'est aussi grâce à l'asset créatif que tu es capable de te distinguer un peu plus, en tout cas de toucher des audiences un petit peu plus. Et c'est via cet asset-là que tu fais du targeting. Donc, tout ça, c'est un shift progressif qu'il y a eu. En tout cas, sur ces plateformes-là. Après, il y a évidemment plein d'autres évolutions sur l'acquisition globale et sur d'autres canaux d'acquisition. Ouais, c'est clair. Bon, tu as bien résumé vu que tu fais partie des vieux de la vieille, puisque en 2019, c'était le targeting qui prenait le pas, on va dire, sur la créa, et aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Le rapport s'est inversé. Et aujourd'hui, votre mix marketing, il ressemble à quoi, sachant que vous avez démarré beaucoup sur de l'ADS, comme tu l'as dit? Ouais, écoute, nous, on a rajouté les étages progressivement pour aller de plus en plus, soit d'horizontalité en termes de target, soit d'aller de plus en plus haut au niveau du funnel, quoi. Donc aujourd'hui, nous, en termes de canaux,
Évidemment, t'as SEO, SIA, social ads, de l'influence. On a de l'influence sur plusieurs niveaux, de la macro, de la micro, du creator, de la télé également. Donc, c'est pas mal d'affiliations. On fait plus marginalement certaines opérations, d'autres typologies de médias, type podcast. On a fait de l'affichage, sans trop de succès d'ailleurs. Voilà, je dirais que le mix globalement sur le payant, enfin nous sur l'organique, tu vois, t'as à peu près, ça dépend des modèles d'attribution, mais on va dire que t'as à peu près 50% d'organique avec des programmes de référents et d'ambassadeurs, notamment. Et après sur le payant, c'est 50% Meta, Google, un peu de TikTok, un peu de Pinterest, un peu de Snap et 35% influence et 15% de télé. Ok, intéressant. Et qu'est-ce que j'allais dire? Tu as parlé du fait d'avoir des modèles d'attribution différents, donc c'est-à-dire que tu pilotes ton acquisition avec un outil tiers dans lequel tu mets toutes tes plateformes payantes et organiques. On a construit notre propre outil, nous. C'est intéressant. Pour l'attribution. Donc, on a nos propres modèles d'attribution, on en a plein. Attends, c'est impressionnant, ça. Il n'y a pas beaucoup de marques qui ont ça. Donc, vous avez écrit. Écoute. Non, ça, c'est évidemment des choses, c'est un peu le nerf de la guerre, comme tu le sais. Ouais. Et du coup, pour nous, c'est super. Quand je te parlais d'approche très rationnelle, ça fait partie des choses qu'on a très vite mis en place. Ah, là, ça va loin, là. Et voilà. Et donc, du coup, on a notre attribution à nous. Et après, on est capable de shifter de view, on est capable de voir l'attribution plateforme, bref, il y a un certain nombre, on doit avoir une quinzaine de manières, de prismes différents pour voir notre attribution. Et il y en a auxquels on se réfère quotidiennement. Il y en a, c'est pour avoir une certaine lecture sur une certaine campagne, sur une certaine plateforme, etc. Et ça, tu es capable d'expliquer un peu plus les modèles que vous utilisez qui marchent le mieux ou c'est trop confidentiel là-dessus? Non, c'est pas nécessairement confidentiel déjà de manière générale, on est assez transparent. Les modèles qui marchent en attribution, ça veut un peu tout et rien dire. Oui, si c'est des réalités, simplement, t'essaies d'expliquer la réalité. Exactement. T'essaies d'être le plus proche de la réalité pour être capable de le mieux piloter ton marketing mix et tes investissements. Voilà, globalement, c'est ça. Globalement, c'est ça, ouais. Donc, si tu veux, c'est une espèce de pilotage au quotidien. Ça va dépendre du mix, ça va dépendre des canaux sur lesquels on est en train d'appuyer, ça va dépendre de la saisonnalité. Donc, en fait, c'est très difficile d'en faire une réalité globale. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans nos actions marketing au quotidien, on essaie toujours de s'efforcer quand on met quelque chose en place, d'avoir le maximum, avoir la capacité la plus fine possible pour être capable d'en mesurer l'impact direct et l'impact indirect également, pour justement être capable de créer des corollaires sur nos modèles d'attribution. Donc ça va passer par des couponings bien faits, ça va passer par une référenciation bien faite, ça va passer par des liens spécifiques, ça va passer par toujours une mesure de la baseline organique pour être certain de voir des oscillations par rapport à la baseline. Voilà, ça va passer par un certain nombre de choses comme ça. Mais après, il n'y a pas vraiment de recettes miracles. C'est beaucoup de technicité et de capacité d'interprétation et de challenge quotidien, en fait, sur la manière dont tu fais les choses. En fait, moi, ce que je pensais que tu allais expliquer, encore une fois, peut-être que je me trompe, c'est que tu donnais un poids, par exemple, à chaque canal, ou que tu avais un modèle qui te permet pas forcément de dire ça vient de Facebook parce que la personne a cliqué d'abord sur un lien Facebook, ou alors ça vient de Google parce qu'elle a cliqué sur un lien Google pour convertir, mais plutôt d'attribuer un poids à chaque canal. J'imaginais quelque chose comme ça. Ah oui, bien sûr. Non, mais ça fait partie des choses qu'on fait. Mais si tu veux, en fait, d'attribuer des poids à chaque canal, nous, ça équivaut à attribuer des budgets à chaque canal. Oui. In fine. Mais oui, bien sûr, c'est ce qu'on fait dans notre attrib. Déjà, le plus important, et c'est un vaste sujet, mais on va être capable aussi de faire bouger un certain nombre de budgets de manière, je dirais, un peu radicale, pour être capable d'aller voir l'impact que ça a sur les autres canaux.
D'accord, ok, oui. justement pour rétro-pondérer un certain nombre de choses. D'accord. Donc ça t'arrive de, par exemple, dire mes budgets méta, je peux les réduire de moitié pour voir Ouais, quel sera l'impact sur Google et sur le SEO, par exemple. exactement. Ok. T'as des exemples en tête justement de choses où vous avez vraiment vous êtes dit ah ouais ça on s'y attendait pas quand on a augmenté le budget de tel canal ou diminué le budget de tel canal. Bah, je pense que la télé, c'est un super bon exemple. La télé, quand on a commencé, on a fait une grosse campagne. Enfin, une grosse campagne. À notre échelle, c'est une grosse campagne, en tout cas. On avait mis, si je vais peut-être dire une connerie, mais je crois que c'était à peu près 350 000 € de budget, avec aussi un peu de programmatique possible. Et en fait, évidemment, les CPA directs étaient dégueulasses. En tout cas, ce qu'on quantifiait comme CPA direct était dégueulasse. Mais après, en revanche, on a vu avec les effets très haut de funnel, et derrière, avec ce qui était des campagnes de targeting direct et pas de retargeting, mais sur les plateformes, je dirais plus visuelles pour nous, on a vu des CTR bouger, on a vu alors des CTR bouger, plus de visites, pas nécessairement des meilleurs comportements d'achat sur le site, parce que du coup, c'est aussi du trafic qui est peut-être un peu moins qualifié. Mais l'un dans l'autre, au final, le blended CPA, tout canaux confondus, avait été finalement que marginalement impacté, alors que quand on regardait juste la plateforme télé, c'était un no-go absolu. Voilà. Donc tu voyais que sur la TV c'était très mauvais, excuse-moi de t'interrompre, après en blended CPA tu voyais que c'était un peu impacté, que tu baissais. Alors ça restait négatif, hein, je sais plus, tu vois, ça avait dû inflater en blendé, hein, j'entends, ça avait dû inflater quand même de 20%, donc c'était. Mais bon, ça avait inflaté de 20%, mais pour un spend de, tu vois, je sais plus combien on dépensait à l'époque en budget total, mais je pense que la télé devait représenter plus de 50% du budget à ce moment-là. Donc, si tu veux, c'était une inflation, le corollaire. 20%. Ouais. Voilà, exactement. Alors que tu avais augmenté ton budget total de 50%, vu que tu n'avais pas la TV avant. C'est ça, exactement. Si je comprends bien. Ok, d'accord. Exactement. Et en plus de l'attribution, évidemment, enfin de modèle d'attribution, vous avez un blended CPA que vous cherchez à respecter simplement comme toutes les Exactement. Ouais, pour ça, on est su. Nous, on est d'ailleurs, notre acquisition est très CPA driven. C'est-à-dire que nous, tout ce qu'on fait, c'est on a un CPA target et on bouge pas. Et si on n'arrive pas à le tenir, on diminue les budgets, quoi. C'est comme ça qu'on fonctionne chez Clear. On n'est pas du tout à un fonctionnement budget marketing et on essaie d'avoir une meilleure CPA. Oui, tu as le fonctionnement budget marketing, un COS, on va dire, alors que vous, c'est plutôt un CPA parce que vous avez de l'abonnement derrière. Exactement. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et tu regardes quoi d'autre comme métrique justement au niveau business pour piloter acquisition, rétention? Est-ce que par exemple, tu as un ratio LTV sur CAC que tu essaies de respecter? Ouais. Nous, ça, c'est vraiment toute l'appréhension unit economics, quoi. Donc ouais, on a LTV sur CAC, on a nos niveaux de contribution margin, on a le CPA payback, mais qui est déterminé par notre CPA target, mais on a le CPA payback parce qu'après on va regarder les CPA payback par sous-segment de consommateurs. Nous, la femme italienne de moins de 30 ans se comporte très très différemment que l'homme français de 50 ans. Donc, par exemple. Donc, en gros, excuse-moi, tu as des métriques, des indicateurs cibles différents en fonction du type de consommateur que tu as identifié dans ton CRM. Alors, on n'a pas les KPI fondamentalement sont les mêmes, mais évidemment, il y a énormément de volatilité d'un point de vue du résultat. J'ai compris. Ça va pondérer les actions et les itérations de manière très différente. Tu vois, je t'ai pris cet exemple. Je sais pas, je connais pas les métriques historiques de ce que je viens de te dire, mais si en tout cas dans l'exemple théorique, la jeune femme italienne de moins de 30 ans, on sait que les jeunes et on sait que les Italiens retain moins bien, par exemple. Et donc, du coup, on va plus se focaliser sur les actions d'engagement, mais on sait que le haut de funnel fonctionne bien. Donc, c'était plutôt ça qui nous importait, alors que sur l'homme français, ça va être différent. Donc, si tu veux, on va avoir des ajustements stratégiques et marketing différents en fonction du marché, en fonction de l'audience. Ok. Mais les KPI restent les mêmes. C'est juste qu'on va se focaliser sur les KPI différents en fonction de qui on regarde. Ouais, j'ai compris. D'accord. Et on a parlé beaucoup d'e-commerce, retail, où vous êtes présent aussi. Ouais, écoute, on est présent en retail, on est présent en pharmacie uniquement. Enfin, je veux dire, pas dans d'autres typologies de distribution ou de distributeurs. On fait aussi de la prescription via des professionnels de santé.
Voilà. Mais c'est des initiatives qui sont relativement récentes. Hein. Aujourd'hui, la prépondérance reste amplement e-commerce. D'accord. Donc vous êtes resté une marque très e-commerce. Donc, est-ce que tu te définis comme une marque omnicanal en soi? Oui, si tu fais de la Ouais, distribution. aujourd'hui, je pense qu'on est, enfin, c'est pas, je pense, c'est, on est une marque omnicanal et on a l'ambition de renforcer cette omnicanalité et de continuer de la développer, puisque avec l'ambition qu'est la nôtre d'être un leader au moins européen, je dirais sur nos catégories, pas que sur la personnalisation, puisque ça on l'est déjà, mais en tout cas sur notre catégorie de produits, ouais, mécaniquement on est obligé de passer par de l'omnicanalité, puisque après, voilà, le digital, même si ça continue évidemment d'être le canal qui se développe et qui gagne en part de marché, d'ailleurs, toute industrie confondue, enfin, il y a forcément des contre-exemples, mais le retail est particulièrement dans notre industrie à nous, et la pharmacie reste le canal principal, donc tu peux pas avoir cette ambition-là et pas essayer de développer cette omnicanalité. Je pense que la difficulté en pharmacie, c'est que les pharmaciens conseillent tes produits à toi. Ce que j'avais compris dans les compléments alimentaires. Et si tu as plusieurs marques de compléments, il faut qu'ils recommandent la tienne. Donc, tu peux être en pharmacie et je sais pas si je m'exprime mal au niveau de la question. En tout cas, de manière très simple, ce qui est sûr, c'est que c'est un environnement qui est très concurrentiel. Ouais. Donc ça, il n'y a pas de débat. Après, nous, on arrive avec une solution en pharmacie qui est quand même qui est quand même très différenciée, notamment du fait du format. C'est-à-dire qu'encore une fois, ce format pratique, simple, cohérent autour d'une problématique, c'est quelque chose qui n'existe pas. Évidemment, des alternatives d'un point de vue scientifique et des produits sur étagère, il y en a plein. Il y en a plein, ouais. Mais en termes de format et de promesses consommateurs, c'est très différent. Oui, je pense que je me suis mal exprimé, c'est qu'en fait, quand vous allez en pharmacie, vous allez adresser des problématiques différentes, par exemple digestion, immunité, et vous allez avoir plusieurs compléments pour chacune de ces problématiques-là, c'est ça? Ou alors je me trompe? Non, en gros, nous, on a des sélections, ce qu'on appelle les essentiels en pharmacie, qui sont des combinaisons de produits. Parmi les centaines de milliards de combinaisons de produits qu'on a et parmi les, je sais pas où on en est, mais je crois qu'on a dépassé les 300 000 combinaisons uniques de produits qu'on a vendus. On a identifié quelles étaient les meilleures synergies sur les problématiques données. Ah, d'accord. Et ce sont ces synergies-là, généralement de 3 produits, qu'on a mis sous l'angle de 6 problématiques différentes. Là, je comprends. Sommeil, là, c'est plus sensible. En revanche, ton format box avec tes sachets quotidiens. Voilà, c'est ça ma question de départ. Donc, vous avez fait comme ça pour le retail. Okay. Exactement. Et pour l'acquisition, vous ne faites pas ça parce qu'en fait, le but, c'est vraiment d'amener de la personnalisation. Donc, il n'y a pas cette logique-là. Alors, il n'y a pas cette logique-là. Maintenant, sur l'Italie, c'est disponible. Donc, ça, c'est quelque chose, on s'en est rendu compte, par exemple, sur le marché italien, c'est quelque chose que les consommateurs cherchaient. Ouais. Mais oui, c'est surtout l'approche retail. Ok. Tu parles du fait de devenir leader européen. Donc, du coup, évidemment, la France, c'est là où vous êtes le plus fort, je pense. Et ces dernières années, vous avez développé d'autres marchés. Tu peux nous expliquer un peu comment vous êtes lancé sur un marché? Par exemple, c'est quoi un peu la roadmap type quand tu veux te lancer sur un marché? Prenons l'exemple de marché italien. Et justement, en quelle différence tu as observé entre certains marchés qui ont fait que tu as dû adapter votre stratégie? Non, pour essayer d'être concis dans ma réponse, nous, en tout cas, la manière dont on a fait les choses, c'est que dès le début, on avait une ambition européenne. Dès les premiers jours. Et pourquoi c'est important de le souligner? Parce que dès le début, on a fait des choix stratégiques d'un point de vue de la construction des systèmes, des équipes, etc., qui devaient nous permettre théoriquement d'être capables d'aller un peu plus facilement que d'autres sur de nouveaux marchés. Ok. Donc ça, c'était... Et tu l'as dit un peu tout à l'heure, ah ouais, vous faites hyper startup et un peu tech et SaaS, c'est parce qu'on a aussi construit la boîte comme ça. Ouais. On est vraiment très tech-enabled. Et depuis le début, il y a 3 grandes composantes qu'on a complètement internalisées de manière, je dirais, très différente de la majorité des marques e-commerce. Il y en a plein qui le font. Une de celles-ci, mais nous, on fait les 3. C'est 100% de la tech qui est internalisée. Donc, tous les layers, front, data, back, comme tout. Toutes les ops sont internalisées, donc on a développé nos propres machines, nos propres softwares associés également, pour être capable de scaler de la personnalisation, voilà. Et toute la partie R&D.
Donc ça, on en a amplement parlé, mais voilà, on a une équipe de bio-ingénieurs, ce sont nos recherches, nos ingrédients, nos formulations, nos process. C'était des choix importants dès le début, et ça devait nous permettre, encore une fois, de manière assez simple, d'aller sur de nouveaux marchés. Puisque du coup, ça nous permet de contourner un certain nombre de barrières à l'entrée, qu'elles soient d'adaptabilité réglementaire, opérationnelle, technique, conso, etc. Voilà. Et ça s'est avéré assez vrai, en fait, quand on a lancé l'Italie, sur lequel ça a été un enjeu d'abord, avant tout, au-delà de tous les aspects opérationnels, de traduction, Oui. etc., et d'ajustement réglementaire. Ça a été tout d'abord un enjeu de crédibilité initiale, de brand awareness initial, puisqu'évidemment, particulièrement sur des sujets comme le nôtre, tu dois avoir quelques éléments de réassurance pour le consommateur. Voilà, ça a été des partenariats, quelques articles, un peu de PR pour être sûr que voilà, on soit pas apeurant pour le consommateur. D'accord, intéressant. Après, Donc ça, systématiquement, tous les marchés, tu fais de la réassurance avec Ouais. la presse, ouais. Ok. Ouais. Bon, on s'assure que voilà, il y a quelques articles de blog, quelques personnes qui parlent de nous, et que du coup, ça donne encore une fois un peu de, tu vois, de social approval, quoi, d'une certaine manière pour le conso. Même si ça reste marginal, hein, on fait pas des investissements dingues non plus, mais ça représente un petit investissement, bien sûr. Et après, c'est beaucoup d'itérations sur le produit, et notamment sur le questionnaire, parce qu'évidemment, en fonction des typologies de conso et des marchés, on va avoir des comportements qui sont différents, des questions sur lesquelles certains pays vont être certains consos selon les pays vont être plus ou moins à l'aise de répondre. Je sais pas, le nombre de fois où tu vas à la selle quand tu as des problématiques de digestion, tu te rends compte que des Français peuvent être très à l'aise et que des Italiens peuvent être moins à l'aise, par exemple. Ok. Donc, tu vas avoir des éléments frictionnels comme ça au niveau de ton funnel qui vont faire en sorte, et c'est pour ça que toute la maîtrise technique est hyper importante, c'est que du coup, on a une attitude complète sur les itérations funnel. Et après, c'est évidemment tous les tests créatifs. Et puis, ça revient un peu à la question que tu m'avais posée tout à l'heure. En fait, on a le même état d'esprit, le même process et les mêmes itérations rationnelles qu'on essaie d'avoir vite. Oui. Pour venir valider ce product market fit. Oui, c'est qu'en gros, tu fais pas un copier-coller des ads françaises pour les mettre en Italie. On le fait, par défaut, on le fait. Et puis ensuite, grâce à cette base-là, on voit vers quoi on s'oriente. C'est plus comme ça. Ok. Intéressant. Je regarde si j'ai d'autres questions spécifiques là-dessus. Mais pour moi, non, tu avais fait le tour là-dessus. Aujourd'hui, au sein de tous vos marchés, vous avez des marchés plus forts. Enfin, je suppose qu'il y a des marchés beaucoup plus forts que d'autres et plus de potentiel sur lesquels vous accélérez plus. Ou est-ce que justement, c'est un peu similaire d'un marché à l'autre entre, je sais pas, Italie, Espagne? Non, en effet, c'est un très bon point. Et d'ailleurs, on s'est pris quelques murs, hein, et on s'est pris des gros ratés aussi, hein. Ok. Parce que justement, non, les marchés européens sont super différents. Nous, c'était notre hypothèse, hein, que les marchés étaient différents. Et je pense qu'on a été surpris dans le mauvais sens. C'est-à-dire que non seulement ils étaient différents, mais ils étaient encore plus différents que ce qu'on pensait. En tout point de vue, franchement, et en plus sur notre marché spécifique. Alors bon, je pense qu'encore une fois, c'est vrai pour toutes les industries, mais tu vois, l'appréhension des compléments alimentaires entre un Allemand, un Italien et un Français, franchement, c'est très différent, quoi. C'est des marchés qui sont pas matures de la même manière, ou alors qui vont être plus matures sur certains segments, moins sur d'autres, qui ont des environnements compétitifs qui sont très différents, qui ont des comportements digitaux qui sont très différents. Tu vois, le e-commerce en Allemagne est évidemment méga développé et avec un certain nombre de contraintes et un environnement compétitif et concurrentiel qui est très fort, alors qu'en Italie, c'est pas du tout le cas. Mais en revanche, en Italie, tu as des acteurs historiques du complément alimentaire qui sont hyper présents. Et par exemple, le retail est prépondérant sur cette industrie. C'est beaucoup moins le cas en Allemagne. L'allemand va avoir plus de pouvoir d'achat, mais va être beaucoup plus sensible au prix. Et l'italien va être beaucoup plus difficile à engager sur le long terme parce qu'ils sont très attachés à des marques historiques. En bref, il y a une multitude de subtilités qu'on découvre quotidiennement
qui font que c'est un vrai investissement en fait d'être en réussite sur les pays, quoi. Ouais. Et comment vous découvrez ces subtilités-là? C'est en fonction des années, ce que vous faites? En se plantant, en faisant des erreurs. En faisant des erreurs. J'allais dire en faisant des non, erreurs. franchement, on en fait plein et on en fait au quotidien. Hein. Et on est obligé d'avoir des parties pris, de faire des hypothèses, et d'itérer dessus. Et voilà, en vrai, voilà, on apprend en marchant, quoi. Donc, franchement, pour moi, il n'y a pas vraiment de recette miracle. Et on s'est beaucoup nourri de feedback. On essaie toujours de parler à des boîtes locales, de comprendre un maximum de best practices. On se nourrit beaucoup dans nos data parce qu'on a quand même pas mal de volume sur l'ensemble des pays et on voit des différences sur les fameux KPI qu'on évoquait tout à l'heure qui nous permettent d'avoir des pistes. Oui. On fait beaucoup de customer survey et on essaie de parler un maximum aux consommateurs, aux prospects pour comprendre, avec l'application notamment. Et on essaie un peu de trianguler tout ça et d'avancer, quoi. Mais c'est sincèrement pas aussi évident qu'on le pensait, même si pour nous c'est plutôt un succès. C'est beaucoup d'efforts, quoi. Ouais, ça reste beaucoup d'efforts, tu vois. C'est pas un Eldorado aussi évident qu'on aurait pu le penser. Je comprends, ok. Surtout qu'il y a ce côté notoriété qu'il faut acquérir dans un pays, qui fait que quand tu es une marque française et que tu t'établis sur le marché français, c'est tout de suite plus facile parce que tu es une marque française. Mais quand tu veux t'établir sur un marché comme l'Allemagne ou l'Italie, c'est autre chose. Ouais, bien sûr. Non, c'est certain. Il y a aussi des considérations brand qui sont importantes. Je l'évoquais tout à l'heure, hein, d'avoir un minimum de brand awareness et de crédibilité dans tes marchés, c'est un truc qui est, enfin pour nous en tout cas sur notre segment qui est d'autant plus important. C'est quand même un truc que tu ingères au quotidien et que tu as une dimension santé qui est importante. Donc, c'est évident que tu n'as pas envie de consommer tout et n'importe quoi. Donc, ouais, bien sûr, ça fait partie des choses d'un ensemble d'éléments et de critères sur lesquels on travaille au quotidien et les équipes internationales travaillent. Et puis, un dernier point sur l'international, tout ce qui est design organisationnel, de ressources, d'équipes, etc., c'est aussi des choses où tu n'as pas vraiment de playbook. Tu n'as pas un playbook général et commun à tout le monde. Moi, j'ai parlé à un nombre d'entrepreneurs, franchement, de tout horizon, qui ont fait des petits, des moyens, des gros succès internationaux. Et tout le monde te dit que ça a été beaucoup de tests, d'itérations, d'erreurs. Et tu te rends compte que, en substance, in fine, il n'y a pas vraiment un playbook commun et applicable à tous. Ok, bonne conclusion. Alors que sur le marché français, là, vous avez un peu compris ce qui marche et vous êtes dans une phase de scale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est déjà compliqué de faire des itérations continues et de comprendre bien ton marché. Donc forcément, si tu le fais sur nous, enfin nous, on le fait officiellement sur une trentaine de marchés, mais en réalité, de manière active sur 5-6 marchés, c'est beaucoup de ressources, quoi. Tout simplement, beaucoup de ressources et beaucoup de temps. Du temps. Et c'est pour ça que d'avoir la capacité, c'est là où je reviens à cette théorie de base qui était la nôtre, qui était de dire d'avoir la capacité interne d'itérer vite et la maîtrise des différentes, je dirais, colonnes vertébrales exécutionnelles de Cure, donc la tech, la R&D, les ops. C'était un hack sine qua non pour y arriver, parce que je pense que si on n'avait pas ça, oui. on ne serait jamais arrivé, quoi. Ou en tout cas, on y aurait laissé beaucoup de plumes. Ouais, déjà que c'est compliqué, sans ça aurait été impossible. Ouais, je comprends. Par contre, là, on est sur un podcast marketing. Au niveau marketing, vous avez externalisé ou vous avez internalisé le marketing? Écoute, c'est une bonne question. Alors, en France, on a toujours tout internalisé, à part marginalement sur les trucs, sur certaines opérations spécifiques. Sur l'Europe, on a tout ce qui est PR, on a toujours externalisé ça pour le coup, ou quasiment toujours. Parce qu'il faut connaître en Europe. Le marché. Ouais. On a fait, par exemple, on a bossé avec des agences d'influence, ce qu'on fait pas en France, mais on l'a fait sur d'autres pays pour essayer d'aller un chouille plus vite. On a bossé avec une agence de growth, qui est la seule fois qu'on l'a fait en Allemagne, parce qu'on considérait qu'il y avait aussi justement toute cette connaissance du consommateur local, plutôt que d'essayer de l'acquérir vite ou d'ailleurs de recruter un Allemand en IT. Oui, c'est pour ça que je posais la question. C'était une manière de le faire. On l'a plus testé l'externalisation marketing à l'inter qu'en France. Ouais, je comprends. Mais
sans succès majeur, je dirais. Ok, parce que moi, Il y a eu j'aurais des choses dit... qui ont marché, mais si tu veux, ça a pas, à ce stade, pour nous, ça n'a pas changé la face du monde. Ok, parce que moi, j'aurais dit en marketing, ce qui faisait sens, c'est d'externaliser sur les marchés que vous connaissez moins. Une agence Ouais, non, italienne mais t'as qui raison, ferait du t'as raison, et marketing c'est à pour des ça qu'on salaires. l'a fait d'ailleurs. Hein. Et c'est pour ça qu'on l'a fait. Est-ce qu'on a sélectionné les bons partenaires Est-ce qu'on a poussé le truc suffisamment Je sais pas. Je pense que pour l'influence, il y a eu pas mal de succès. On a une boîte en Italie avec laquelle on bosse qui est vraiment top. Ça, pour le coup, c'est plutôt une réussite. Mais voilà, c'est pas, je dirais que c'est pas, enfin, en tout cas, je peux pas faire une recommandation à l'audience de manière claire, quoi. Ouais, c'est ça. Là, je sens. En tout cas, sur est-ce qu'il faut internaliser, externaliser, j'étais curieux de savoir. Après, vous êtes une boîte en grosse croissance et je sais que quand ça va aussi vite, généralement, internaliser, ça fait plus sens, surtout pour le côté itération et garder toute la connaissance en interne. Surtout que vous avez pas mal Ouais, d'outils c'est ça. Bah, de après, voilà, suivi. on en revient, et c'est là où la boucle se boucle un peu, tu vois, mais c'était aussi des choses qu'on savait faire, Oui, nous, tu vois. Et il y a des trucs qu'on sait moins faire et enfin, tu vois, qu'on essaie d'externaliser, ou en tout cas sur lesquels on va essayer de monter en compétences. je comprends. Mais ça, c'était quelque chose qu'on savait quand même globalement faire. Et puis, franchement, en e-commerce, ça reste le nerf de la guerre, quoi. C'est Ouais, l'un des nerfs, voire le moment central du truc. Donc, ouais, c'est pour t'amènes nous, le trafic. ça nous semble quand même important d'être capable de le faire. Ouais, je suis d'accord. Mais voilà, je pense que pour l'international, en tout cas, justement pour cette connaissance un peu plus spécifique je dirais des marginalités de chacun des marchés, des customer behavior, etc. Je pense que c'est pour ça qu'on l'a testé et qu'on continuera probablement à le tester. Pour nous, en tout cas, je trouve que c'est plus applicable. Au moins Ouais, dans les ok. phases de lancement, quoi. Ouais, je comprends. Ok. Bah, écoute, moi j'ai fait le tour de mes questions. C'était un plaisir de t'avoir en tout cas sur le podcast. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux Merci à toi. laisser un dernier mot pour les gens qui nous écoutent ou est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Non, bah écoute, non, merci de m'avoir reçu. J'espère que le contenu pourra être d'une manière ou d'une autre utile à au moins quelqu'un. Ce sera une victoire. Actionnable. Et ouais, bien sûr, bah avec moi, je suis très accessible. Donc avec voilà, LinkedIn, c'est toujours la meilleure manière de communiquer avec moi. Et puis ravi de pouvoir contribuer ou répondre à des questions si certains en ont. Mettre à ton profil LinkedIn dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup. C'était un épisode technique, mais vraiment intéressant. Je pense que vous avez trouvé une bonne façon de se différencier dans le marché des compléments alimentaires qui est ultra concurrentiel. On n'a pas Merci l'oublier. beaucoup, Danilo. Je t'en prie. Merci Hugo. Salut.